Merci, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Surface de vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un jeune qui déborde d'énergie quand il s'agit de défendre le Burkina Faso à l'étranger. Il y a quelques mois déjà, il organisait les journées économiques et culturelles du Burkina Faso à Houston, au Texas, c'est aux États-Unis. Et il est titulaire d'un bachelor en finance de l'université de Houston Downtown. Il est directeur général de RMJ Tax Consultant, un cabinet donc en fiscalité. Il est aussi directeur général de Santeg Service, une entreprise spécialisée dans le transport et logistique. Il s'agit donc du délégué CSBE du sud des États-Unis, Rachid Madani Joseph Barry. Bonsoir. Oui, bonsoir Robin. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, nous parlons d'immigration, déjà pour commencer, puisque vous êtes de la diaspora. Déjà, pourquoi vous êtes parti du Burkina? Bon, j'avoue que je suis parti du Burkina à la recherche de connaissances. Raison pour laquelle je suis allé aux États-Unis. Quand on sait qu'aux États-Unis, on a pas mal de secteurs vraiment très pointus là-bas, où on peut se former et pouvoir acquérir de l'expérience et surtout, pourquoi pas revenir aussi tenter sa chance au niveau de Burkina. Et justement, vous êtes parti aux États-Unis, notamment dans l'État du Texas. C'est là-bas où on peut retrouver les meilleures universités aux États-Unis. Oui, tout à fait. Bon, je dirais que pas seulement là-bas, il y a vraiment beaucoup d'États où il y a des meilleures universités. Mais aussi au Texas, quand même, il y a un ensemble d'universités vraiment qui offrent des domaines vraiment très, très pointus, très bien, où un ensemble d'étudiants quand même peut avoir des formations vraiment bien. Et il y a des universités leaders même d'ailleurs qui font partie des plus grandes universités mondiales, donc dont Rice University ou Texas A&M ou UT Texas, qui sont des grandes universités qui donnent des formations vraiment très très bien. Donc j'avoue que mon choix vers le Texas et Houston était beaucoup plus basé surtout sur lié d'abord au climat, parce que le climat au niveau du Texas à Houston, c'est un peu le même climat tropical qu'au Burkina Faso. Donc ça, c'est des choses quand même qui étaient avantageuses pour moi. Et bien sûr aussi la formation, où déjà c'est un État qui permet un ensemble d'avantages pour les étudiants. Et vous êtes parti faire des études de finance, c'est ça? Tout à fait, des études de finance, dont je poursuis toujours d'ailleurs mes études de finance. Et bien sûr, à côté, j'ai fait aussi des formations en fiscalité et donc qui me fait un peu pratiquer mon travail professionnel sur le terrain. Parce que justement, vous êtes directeur général de RMJ Tax Consultant, c'est dans le domaine de la fiscalité, c'est bien ça? Tout à fait. RMJ Tax, c'est dans le domaine de la fiscalité. On fait un peu, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle à la fin de l'année où chaque citoyen américain ou chaque résident américain sur le territoire doit quand même faire un bilan financier au fait de tout ce qu'il a eu comme revenu et tout ce qu'il a eu aussi à engager s'il est un peu dans le domaine des affaires, tout un bilan. Et donc, le cabinet surtout offre des prestations de services à un ensemble de personnes qui veulent faire leur bilan fiscal de l'année. Et donc, c'est ce que nous faisons surtout au niveau de RMJ Tax Consultant. Parce qu'aux États-Unis, on ne s'amuse pas avec le fisc. Ah, on ne s'amuse pas avec le fisc, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un domaine qui est vraiment très, très sérieux. Et donc, on a obligation à la fin de l'année de surtout rendre compte. Et payer ses impôts là-bas, c'est un plaisir. Absolument, payer ses impôts, c'est un plaisir parce que le fait de payer ses impôts participe aussi au développement de la nation. Quand on prend toutes les réalisations qui doivent se faire au niveau du pays, que ce soit si on doit investir dans l'éducation, dans la santé, dans l'économie, bien sûr que l'État doit pouvoir puiser ces ressources-là quelque part. Et rien de plus normal pour les citoyens quand même de payer leurs impôts, de payer leurs taxes, pour que l'État puisse pouvoir offrir tous ces services-là au niveau de la population. C'est pourquoi on dit, quand on va aux États-Unis, il faut savoir aussi avec quel type de visa on va. Absolument, absolument. C'est important. C'est important d'ailleurs, quand vous venez sur cela, il faut savoir avec quel type de visa on part.
parce que si tu es étudiant, bien sûr, ton contexte il est déjà cadré, mais bien sûr, si tu pars dans un contexte de travail, il faut forcément, et même si c'est de manière temporaire que tu seras aux États-Unis, il faut aussi reporter un peu, je dirais, le revenu que tu auras eu en offrant tes services ou tes produits au niveau des États-Unis. Donc ça, c'est aussi ça. Et donc, je sais qu'il y a des polémiques un peu là-dessus Tout à sur fait, le type de récemment avec visa. des artistes burkinabés Tout à surtout. fait, tout à fait. C'est vrai que bon, c'est un problème un peu qui, surtout avec les pays africains souvent, où on n'a pas souvent toutes ces informations ou toutes ces procédures légales, comment il faut faire. Et bon, c'est ce qui amène souvent à créer un ensemble de couacs au niveau avec les artistes et puis trucs. Mais je crois que bon, le message est bien passé maintenant parce que bon, c'est souvent, on dit c'est souvent dans la douleur qu'on apprend. C'est des événements qui sont un peu malheureux. Mais bon, je crois que maintenant, nos artistes vont pouvoir se conformer pour qu'ils puissent vraiment venir nous représenter là-bas, d'ailleurs, qu'on apprécie vraiment très bien. Étudier aux États-Unis, ça coûte cher quand même. Absolument, absolument. Étudier aux États-Unis, ça coûte vraiment très cher. Et je dirais que, en tout cas, pour les familles de revenus moyens au niveau du Burkina Faso, pour supporter les études des enfants aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui fait que beaucoup d'étudiants, quand ils se retrouvent sur le terrain américain, ils sont amenés à tout le temps avoir des petits boulots pour essayer de raccommoder, je dirais, que ce soit les dépenses de survie et puis, bon, bien sûr aussi, pour certains, de pouvoir même supporter les études pour pouvoir au moins avoir un diplôme à la fin. Donc ça fait que bon, étudier aux États-Unis n'est pas chose facile, surtout si tu n'as pas les moyens, parce que tu dois étudier, tu dois travailler, tu dois jongler les deux. Donc ce qui fait que c'est vraiment difficile souvent pour certains. En moyenne, ça peut coûter combien? Par exemple, pour Houston, une ville comme Houston, Bon, pour étudier là-bas. une ville comme Houston, étudier là-bas, parce qu'au fait, en arrivant aux États-Unis, il y a deux systèmes. Quand tu arrives nouvellement, il y a les universités directes, c'est-à-dire des grandes universités déjà, qui, pour les étudiants internationaux, où l'année scolaire peut varier, surtout autour de pratiquement 20 000 dollars. Parce que tu dois payer autour de 9 000, 10 000 dollars par semestre. Donc l'année scolaire qui fait 2 semestres, ça fait autour de 20 000 dollars. Donc ce qui n'est pas 20 000 dollars, qui correspond à peu près à 11 millions de francs CFA. Chose qui n'est pas facile. Mais 11 millions pour le Burkinabé, c'est pas évident. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident, tout à fait. Mais il y a aussi un peu qu'on appelle les community college, c'est des universités un peu intermédiaires, en fait, qui offrent des formations de 2 ans, 2 ans, où tu peux aller compléter le reste ailleurs dans une grande université. Et donc, dans ces universités, par exemple, l'année scolaire tourne autour de 6 000, 7 000 dollars. Donc, ça permet à un ensemble d'étudiants internationaux, surtout de pouvoir économiser un peu les 2 premières années. C'est-à-dire sur la scolarité, bien sûr, maintenant en partant dans la grande université à partir de la 3e année, de pouvoir, bien sûr, avoir d'abord sûrement de bons résultats scolaires pour espérer avoir peut-être une bourse d'accompagnement ou des structures vraiment qui puissent un peu t'accompagner. Mais toujours est-il que, bon, le prix est toujours exorbitant. En tout cas, Houston, c'est l'attraction pour pas mal d'étudiants africains. Beaucoup d'étudiants s'y trouvent, justement. Tout à fait, tout à fait. Mais on a comme l'impression que quand on finit d'étudier, rarement sont ceux qui reviennent. Bon, je dirais que c'est rare, mais il y en a quand même. Il y en a quand même qui essaient de revenir. Je dirais que la difficulté de pouvoir revenir, c'est surtout au fait les conditions sur le terrain au niveau du Burkina Faso. Bon, on ne dira pas que les étudiants qui y partent ne veulent pas revenir. Beaucoup veulent revenir. Beaucoup veulent tout le temps revenir quand même servir leur pays, que ce soit au niveau privé ou public, que ce soit dans différents domaines. Mais seulement, souvent, les conditions au niveau du Burkina Faso ne sont pas réunies. En fait, souvent, les gens prennent ça comme un peu que c'est du risque de quitter les États-Unis, d'arriver au Burkina Faso où, bon, souvent la culture de qui t'a envoyé ou bien, bon, il y a toujours souvent cette culture-là qui fait que certains qui se disent que, bon, s'ils n'ont pas une assurance, ils ne vont pas revenir. Mais bon, je crois qu'à ce niveau aussi, certains sont en train surtout aussi de s'essayer aussi dans le monde des affaires. Parce que, bon, au Burkina Faso, je crois qu'actuellement, la tendance est beaucoup plus à aller vers le privé, à créer la création d'emplois à travers des petites et moyennes entreprises. Et la diaspora, c'est quand même une force à ce niveau-là qui peut d'ailleurs amener une expérience vraiment grande qu'ils ont acquis au niveau de l'extérieur. D'accord, on va en parler justement tout à l'heure. Mais est-ce que c'est facile d'entreprendre pour des étudiants africains qui finissent les études, qui ont envie d'entreprendre aux États-Unis?
Bon, Vous avez des entreprises sur place. Tout Est-ce à que fait. c'est si facile? Bon, je ne dirais pas que c'est si facile, parce que, vous savez, le problème aussi aux États-Unis, c'est quoi? C'est souvent des économies vraiment très structurées déjà. Très structurées où un ensemble de prestations de services ou un ensemble de produits sont déjà disponibles ou avec les grandes entreprises sur place. Donc, en étant d'abord immigrant, en étant africain encore de plus, et surtout, pour pouvoir s'insérer dans ce domaine, ce n'est pas facile. Parce que bon, tu viens à créer une petite entreprise qui ne peut pas offrir toutes les potentialités et les services que les grandes entreprises donnent. Donc, ça demande vraiment de la rigueur du travail. Mais bon, on ne dira pas que ce n'est pas impossible parce que je suis dans ce domaine. Donc, le fait d'être dans ce domaine, je ne peux pas dire que c'est impossible. Et je crois que bon, certains de nos frères aussi s'y essayent. Et puis bon, d'autres aussi arrivent aussi quand même à tirer leur pain aussi de cela. Vous êtes ensuite dans le transport logistique? Tout à fait. Je suis aussi dans le transport logistique. En fait, on fait un peu la logistique à l'intérieur des États-Unis, où on a aussi une branche aussi pour l'extérieur. Mais l'intérieur, beaucoup plus à faire, disons, à faire le transport au fait des marchandises, que ce soit au niveau de la construction, au niveau industriel, que ce soit les pipelines, et bien sûr des matériaux de construction, des machines donc, que nous transportons en fait, à l'intérieur des États-Unis d'une compagnie à une autre. On n'oublie pas aussi que vous êtes un homme de nuit, il faut le dire aussi. Vous avez une boîte de nuit à Houston. Tout à fait, tout à fait. Je suis aussi dans le domaine de l'événementiel. Donc, bon, avec ça aussi, on a eu quand même à avoir un ensemble de partenariats avec, bien sûr, même nos artistes locaux aussi, souvent, qui viennent chez nous, qui s'essayent aussi. Et donc, bon, tout ça aussi, ça fait partie aussi, bien sûr, des opportunités que nous avons au niveau des États-Unis. Donc, on s'essaie dans un ensemble de domaines. C'est vrai qu'on dit aux États-Unis, on n'a pas qu'un seul boulot, on en a plusieurs. C'est un peu cet esprit qui vous guide dans la création d'entreprises. Absolument. Beaucoup d'entreprises à la fois. Absolument. Comment on gagne cette énergie pour gérer tout ça? Bon, je crois que cette énergie, je dirais d'abord que c'est Dieu, parce que sincèrement, souvent je me demande aussi comment on arrive à faire cela. Mais bon, mais en le faisant aussi, je me dis que ça ne fait pas de moi quelque chose d'exceptionnel. Certains aussi s'essaient dans d'autres domaines, peut-être encore plus récents que ce que moi je vis avec les petites activités que je mène dessus. Donc bon, c'est toujours persévérer, se dire toujours qu'on cherche l'excellence, on cherche le meilleur, donc on va s'essayer dans un ensemble. Et puis bon, je me suis un peu mis dans l'esprit d'un businessman. Quand on voit une opportunité, qu'on peut se donner un peu d'énergie, on essaye et puis on fonce. Bien sûr aussi, il y a un ensemble de collaborateurs aussi qui sont là, parce qu'on ne peut pas faire tout cela seul. Donc les collaborateurs aussi, Dieu merci, qui sont là, qu'on essaie de serrer ensemble et puis bon, on avance. Vous employez des gens? Absolument, absolument, tout à fait. Vous créez donc de l'emploi? Absolument, absolument. Créer de l'emploi. On travaille avec nos frères burkinabés, nos frères africains, guinéens, que ce soit congolais, béninois. On travaille aussi avec des Américains, des Français. Donc bon, c'est un peu cela. Mais bon, c'est une famille. D'accord. On en parle donc le côté économie. Tout à fait. Ces images en mer d'Africains qui rejoignent l'Occident, quand vous regardez ça, ça vous fait quoi? C'est de la désolation quand on voit cela. Quand on voit cela, on ne peut que être attristé quand on voit un peu nos frères africains qui sont dans les bateaux, les petits ravins, qui essaient d'aller à l'extérieur pour se faire une meilleure vie. Bon, ça montre aussi un ensemble ça veut dire bien sûr que dans nos pays africains, il y a un ensemble de problèmes. Il y a un ensemble, déjà, quand on parle du taux de chômage, quand on parle des problèmes pour les jeunes de pouvoir trouver un emploi décent, de pouvoir vivre. Je crois que bon, tout cela aussi part de cette base-là, parce que qu'est-ce qui est disponible pour ces jeunes-là au niveau de nos pays africains? Donc bon, l'État doit travailler surtout à créer de l'emploi. Et bien sûr aussi les organismes, je dirais, internationaux ou bien des structures aussi qui peuvent surtout sensibiliser les gens sur les dangers qu'il y a surtout parce que bon, beaucoup essaient de traverser et puis beaucoup meurent sur cela. Bon, nous qui sommes déjà de l'autre côté, on ne peut pas souvent, c'est difficile de convaincre. Parce que si tu veux convaincre, pourquoi tu es toujours là-bas? Ça, c'est une question où ça, c'est l'une des choses qui revient. Bon, quand ça vient, c'est difficile souvent de donner toutes les réponses possibles. Bon, on dira toujours à certains, ce n'est pas seulement de venir, mais essayer quand même de venir dans des conditions un peu plus saines.
quand même qui ne va pas mettre ta vie en danger. Et c'est justement là, ces dernières années, beaucoup de Burkinabés sont entrés aux États-Unis et beaucoup sont en situation irrégulière. Quand même. Absolument, absolument. Beaucoup de Burkinabés sont rentrés, beaucoup sont en situation irrégulière. Mais le drame aussi de ça, c'est quoi? C'est que le fait que nous avons beaucoup de Burkinabés qui sont rentrés et qui sont en situation irrégulière, vous savez, les pays structurés comme les États-Unis, c'est des gens qui ont, comme on le dit en anglais, un database. Donc, ils savent exactement quels sont ceux qui sont rentrés, qui ne sont pas ressortis. Donc, d'ailleurs, même l'un de ce qui revient actuellement, je sais qu'actuellement, il y a des difficultés actuellement pour beaucoup de Burkinabés d'avoir des visas pour venir aux États-Unis. La raison pour cela, l'une des raisons premières, c'est quand le département d'État américain donne des explications pour cela, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas beaucoup qui reviennent. Parce que nous avons beaucoup de visas qui viennent en visa touriste ou visa affaires, mais qui ne reviennent pas. Donc, bon, quand ils ne reviennent pas, c'est bien pour eux, bon, pour certains qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, qui arrivent à faire cela, mais ça pénalise aussi ceux qui veulent souvent venir d'ailleurs juste pour les affaires ou bien juste pour le tourisme. Donc, bon, c'est difficile, il faut trouver sûrement la balance sur ça. Et bon, ça, c'est l'une des raisons annoncées. Bien sûr, aussi d'autres raisons, comme on le sait, ou avec la nouvelle administration qui fait aussi, qui durcit un peu le temps. Et qui parle de déportation. Absolument, qui parle de déportation, qui durcit le temps sur les immigrants. Et bien sûr, même avec leur, surtout la politique un peu du containment, comme on peut le dire, de ne pas accorder beaucoup de visas. Et puis, bon, de voir aussi sur le terrain comment ceux qui sont en situation irrégulière, comment il faut les rapatrier dans leur pays d'origine. Et ça complique un peu les choses hein, pour ceux qui vivent dans ce pays. Absolument, ça complique les choses parce que, bon, pour certains qui sont y allés depuis beaucoup d'années et qui n'ont pas, qui sont restés là-bas pendant longtemps et qui, d'un matin, on te dit qu'il faut qu'on te ramène dans ton pays, bon, c'est un choc. C'est difficile. Yeah. Bon, certains aussi sont là-bas, ils sont en train de vouloir se rendre dans des situations régulières, mais bon, malheureusement, le fait que les procédures sont devenues un peu plus corsées, donc ça fait que les choses deviennent un peu plus compliquées. Alors, on parlait justement des conditions de retour pour les étudiants. Vous êtes resté, pourquoi? Moi, je ne dirais pas que je suis resté. Je suis là au Burkina Faso actuellement, donc je suis aussi en train de voir, je dirais que je suis dans la phase de transfert, si je peux l'appeler ainsi. Je suis en train d'étudier le terrain, de voir exactement qu'est-ce que je peux aussi faire. Parce que l'objectif, le plus souvent quand on part, c'est de revenir. Donc bon, bien sûr, on sait quand on part, mais quand on revient, on ne sait pas. Parce que bon, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on a comme... Il faut préparer le retour. Il faut préparer. Donc bon, je suis dans la phase de préparation du retour. Donc je suis un peu à mi-chemin actuellement. D'accord. Alors on parle justement de cette diaspora africaine et sa contribution au développement de nos États. Parfois, on se demande qu'est-ce que la diaspora fait de son argent. Bon, quand on dit qu'est-ce que la diaspora fait de son argent, c'est souvent un peu, il faut souvent analyser d'abord un ensemble de statistiques. Parce que si on prend un exemple comme le Burkina Faso, en 2015, c'est pratiquement près de 500 millions de dollars qui a été transféré au niveau du Burkina et qui est supérieur à l'aide publique au développement que nous recevons des institutions des Nations Unies ou de Bretton Woods ou bien du USAID. Donc cela montre que quoi, la diaspora contribue d'une manière vraiment très, très énorme au niveau du développement économique au Burkina Faso. Mais seulement le problème, souvent, c'est que cet argent n'est pas injecté de manière structurée. Ce n'est pas parce que bon, c'est beaucoup plus dépensé d'abord sur les dépenses, surtout sociales, que ce soit un ensemble de besoins. La famille à la famille, ou voilà, à se soigner. tout à fait. Ou bien des dépenses un peu prestigieuses, mariage, cérémonie, tout cela. Donc ça fait que bon, souvent c'est difficile un peu de mesurer l'impact justement de ça. Donc voilà, donc je crois qu'actuellement ce qui est le plus important, c'est pour que la diaspora puisse un peu shifter son investissement, leur investissement économique vers des programmes un peu plus structurés à travers la création d'emplois, à travers ajouter de la valeur en fait, au niveau de Burkina Faso ou bien sûr d'ailleurs au niveau des pays africains. C'est de mettre des industries en place, c'est de mettre des petites et moyennes entreprises, c'est d'injecter dans des secteurs qui vont créer de l'emploi, qui vont ajouter de la valeur à un ensemble de produits en transformation et tout cela. Donc c'est ce qui est le plus, c'est là où nous pourrons vraiment quantifier l'apport de la diaspora au niveau national. La diaspora donc qui a de la ressource, mais qui a besoin aussi
d'être orienté par rapport aux opportunités d'investissement au niveau du pays. C'est vrai qu'il y a eu ce premier forum national de la diaspora qui a eu lieu. Il y a eu des débats et au sorti de ça, il y a eu quand même des idées qui sont sorties. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, au niveau après le premier forum national de la diaspora l'année passée, il y a un ensemble de conclusions qu'on a pu quand même tirer pour vraiment montrer vraiment comment la diaspora peut participer plus au développement au niveau du Burkina. Et donc l'ensemble des choses retenues, c'est surtout une nouvelle politique nationale de la diaspora. D'ailleurs que le ministère de l'Intégration est en processus d'élaboration. Et aussi surtout créer au fait une base de données des compétences de la diaspora. Parce que bon, aujourd'hui quand on parle de la diaspora, on dit les Burkinabés sont à l'extérieur, mais on ne sait pas exactement dans quel domaine ils innovent. On a tendance à penser que c'est juste de la main-d'œuvre là qu'on utilise juste pour ça. Tout à mais fait. Au fond, de plus en plus, on a des Burkinabés qui vont étudier dans des domaines, comme vous l'avez dit, pointus, tout à fait. Où l'expertise n'existe pas sur place au pays et qui peuvent revenir mettre cette expertise à la disposition du pays. Absolument. Donc je crois que bon, il faut, c'est un partenariat que l'État et puis surtout la diaspora doit avoir dans un contexte de pouvoir faire la promotion de nos compétences à l'extérieur. Parce que c'est en cela qu'on pourra savoir exactement ce que nous recherchons au pays dans ce domaine précis. Il y a des gens de la diaspora qui font ça déjà. Et donc bon, c'est surtout je dirais, d'avoir un problème même de communication, surtout d'avoir la communication, l'information sur tout ce qui se passe au niveau de la diaspora. Ça commence déjà par avoir une banque de données, justement, absolument, de l'expertise absolument. de la diaspora. Tout à fait. C'est ça, justement, dans la nouvelle politique nationale de la diaspora qu'ils sont en train de réfléchir, les voies et moyens, pour mettre surtout cette banque de données d'expertise de la diaspora. Très important, justement. Et dans ce sens, vous n'avez pas forcément attendu que ça soit effectif, mais au niveau de la diaspora, vous prenez des initiatives. C'est le cas, par exemple, donc, des journées économiques et culturelles du Burkina Faso à Houston, la première édition que vous avez organisée en juin dernier et qui a réuni autorités burkinabées, mais aussi américaines, mais aussi des hommes d'affaires. C'est aussi cela l'objectif. Absolument, c'est aussi cela l'objectif. Vous savez, l'une des choses aussi au niveau du Burkina Faso et des États-Unis, c'est qu'il y a un ensemble d'opportunités possibles au niveau du Burkina. Mais d'ailleurs que bon, les Américains ne savent pas, que ce soit un ensemble de chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, qui ne savent pas qu'il y a ces opportunités au niveau du Burkina. Pareil aussi pour le Burkina Faso, qui ne savent pas quel type d'affaires ils peuvent, quelles relations économiques ils peuvent avoir avec un ensemble. Parfois, au niveau du Burkina, on peut se dire qu'est-ce qui pourrait intéresser les Américains chez nous. Mais il y a pas mal de secteurs qui peuvent intéresser les Américains, même dans le domaine des infrastructures. Il ne faut pas seulement voir des gens qui vont venir construire, mais qui peuvent amener de la compétence, qui peuvent amener de l'expertise. Au niveau de la transformation de l'agrobusiness, il y a pas mal de choses à faire. Au niveau surtout des mines, de l'énergie, tout cela, nous savons, je prends un exemple aux États-Unis, à Houston, c'est la capitale mondiale de l'énergie. On sait qu'au Burkina Faso, nous avons des problèmes d'énergie. Donc, c'est de voir comment, en fait, ces deux partenaires-là, si je peux le dire, peuvent discuter ensemble pour trouver des voies et moyens pour faire bénéficier du Burkina Faso de cette expertise et ses compétences au niveau de là-bas. Donc, ça, c'était un peu, d'ailleurs, l'une des visions des journées économiques et culturelles. Et d'ailleurs, aussi, surtout, quand on parlait un peu de l'opportunité qui existe au Burkina Faso, même pour notre diaspora burkinabé qu'on n'a pas. On a eu cette rencontre avec je dirais, la délégation gouvernementale et puis les autorités, avec surtout la diaspora juste burkinabé qui vit là-bas, qui cherche à savoir parce que même quand on parle des compétences au niveau du Burkina ou les opportunités, au niveau de la diaspora, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut pas, parce qu'ils sont un peu déconnectés. Un peu pas parce que souvent certains ne le veulent pas, bon, ils veulent aussi avoir, si nous pouvons avoir ce type de partenariat, où nous pouvons passer le message, où nous pouvons apprendre l'un de l'autre, ça peut forcément créer un pont qui va vraiment bénéficier les deux parties et surtout plus le Burkina Faso. Échanger, justement, créer ce pont. Tout à fait. Les GIEC ont quand même atteint des objectifs, il faut le dire. Absolument. C'est vrai que les GIEC ont atteint un objectif quand même qui a permis déjà aux structures burkinabées de discuter avec les structures américaines, d'avoir des contacts, d'avoir un réseautage. Bien sûr, donc certains déjà sont toujours en train de discuter en voyant les opportunités économiques au niveau du Burkina, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut venir faire. Vous savez, les économies structurées comme les États-Unis, ils ont construit tout, ils ont construit beaucoup déjà. Donc il y a certains qui sont là-bas qui veulent investir, mais bon, bien sûr, il faut souvent
D'abord, qu'on les présente des projets structurés, il faut qu'ils puissent avoir aussi d'ailleurs des garanties, qu'ils puissent voir aussi, parce que bon, le risque aussi est un peu élevé souvent dans nos pays, surtout avec la montée de l'extrémisme, avec surtout le cas de la sécurité et tout cela. Mais bon, cela ne doit pas être un frein pour nous. Parce que si on se dit déjà que bon, dans nos pays, nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes de ça, et qu'on ne va rien faire, on ne doit pas avancer. Donc malgré cela, on essaie de poser des actions sur le terrain, d'avancer. Et bien sûr, je pense que toutes ces actions coordonnées aussi participent aussi à éradiquer même l'extrémisme de notre pays. Il faut surtout faire comprendre que malgré cette carte qu'on peint pratiquement tout en rouge, il y a de la vie au Burkina, il y a des opportunités. Absolument. C'est surtout ça. Absolument, il y a de la vie au Burkina. Nous sommes là actuellement, nous sommes en émission actuellement ici, donc il y a de la vie. Donc s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc de cela aussi, il nous appartient à nous surtout de convaincre les autres à l'extérieur en disant que bon, oui, il y a cela, mais bon, on avance. Si je prends d'ailleurs le cas au Nigeria, nous avons Boko Haram qui est là-bas, Beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Mais ça avance. Les choses bougent toujours là-bas. Donc au Burkina Faso, malgré cette situation, souvent quand on peint notre carte avec le rouge ou l'orange, on va voir seulement comme des couleurs, mais nous allons toujours avancer, nous allons faire des actions sur le terrain. Et cette action, ce n'est pas seulement le gouvernement, il appartient à chaque citoyen de poser de sa pierre et puis bon, de faire avancer, de convaincre des gens en disant que non, il y a des possibilités. Même malgré que cette carte soit rouge, nous avons des investisseurs étrangers qui sont là sur le terrain. Ça avance, donc bon, pourquoi ne pas en ajouter? C'est peut-être ça aussi le rôle des délégués du Conseil supérieur des Burkina et de l'étranger que vous êtes, effectivement faire du Burkina une destination. Absolument. On l'a vu justement à l'occasion de ces journées culturelles et économiques donc, du Burkina à Houston, tous ces spécialistes en mobilisation des ressources qui sont venus écouter la parole. Absolument, absolument. C'est ça aussi, comme vous l'avez dit d'ailleurs en tant que délégué CSPE, parce que bon, nos missions sont un peu sur différents domaines, que ce soit au niveau de l'immigration, voir les voies et moyens de pouvoir éduquer et de pouvoir passer le message entre nous pour que nous puissions ne pas avoir des problèmes au niveau de la justice dans nos pays hôtes. Bien sûr aussi la promotion culturelle du Burkina Faso. Il faut vendre la destination Burkina Faso pour que nous puissions aussi quand même monter toutes ces merveilles que nous avons au niveau du Burkina. Et bien sûr au niveau économique, d'ailleurs avec ces journées économiques-là, de présenter les opportunités que nous avons. Nous avons un ensemble de projets au niveau de Burkina Faso qui peut être bancable et possible avec des investisseurs américains et des investisseurs. La question déjà, c'est comment canaliser l'expertise et les ressources de la diaspora déjà. C'est déjà pas mal si on réussit effectivement à faire en sorte qu'il y ait de l'investissement structuré au niveau de la diaspora. Tout à fait. On a vu aussi donc, lors des JSC cette rencontre là, entre les autorités et la diaspora burkinabé vivant à Houston. On a pu se rendre compte aussi que l'expertise, elle est énorme quand même. Est-ce qu'on peut avoir une idée donc, des différentes expertises que vous avez sur place? Bon, une idée, ça va être un peu plus, je dirais, dans beaucoup de domaines, nous avons des experts, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie financière, dans le domaine des génies civils, dans le domaine de la chimie, même dans le domaine du pétrole, des mines. C'est énorme. Il y a toute une banque d'experts au niveau de la diaspora, mais pas seulement au niveau de Houston, au niveau des États-Unis ou même au niveau de l'autre diaspora. Parce que quand je parle de ça, même l'année passée, quand on était au Forum national de la diaspora, nous avons pu avoir à discuter avec certains de nos frères qui sont en Europe, qui sont même en Afrique. Il y a notamment en Italie ces spécialistes en froid comme M. Sakandé. Tout à fait. L'expertise. Absolument. L'expertise y est là. Disponible. Hein? Absolument, disponible. Mais comment vous pensez le pays peut capitaliser tout ça? Que faire? Que faire? C'est surtout, d'ailleurs, c'est les recommandations que nous avons faites. C'est surtout créer cette banque d'experts burkinabés de la diaspora. D'abord, avec cette banque, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à l'État même de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'étranger. Et bien sûr, avec cette base de données, c'est aussi faire la promotion des possibilités économiques au niveau du Burkina. Parce que ce n'est pas à l'État de venir employer toute cette base de données, toute cette base d'experts au niveau de la diaspora, non. Mais c'est à l'État au moins de les montrer les possibilités, de les montrer les opportunités qu'il y a au Burkina Faso. Et surtout, certains pourront revenir même d'ailleurs dans la création de petites et moyennes entreprises, dans la création même d'industries sur le terrain. Parce qu'il y a des gens qui ont l'expertise, il y a d'autres aussi qui ont les moyens de pouvoir le faire. Mais ils veulent quand même aussi, bien sûr,
d'accompagnement. D'ailleurs, on sait aussi qu'il y a le nouveau code d'investissement qui est là, qui donne des exonérations douanières et fiscales sur un ensemble de choses. Mais bon, tout cela doit participer aussi à communiquer plus, à passer le message et bien sûr à surtout créer cette symbiose-là en toutes ces structures-là. Encourager la diaspora à investir, peut-être aussi dans cette politique d'amélioration du climat des affaires et faire une passe spécifique pour la diaspora sur les questions de fiscalité, par exemple. Absolument, absolument. Bon, je sais déjà qu'il y a un ensemble de possibilités, d'ailleurs, avec le nouveau code d'investissement qui permet les exonérations douanières à un ensemble de personnes qui veulent amener des équipements industriels sur des secteurs bien précis. Bon, c'est déjà encouragé, c'est déjà bien, et surtout aussi certaines exonérations fiscales aussi à travers où tu crées ton entreprise au bout de quelques années, on peut te laisser quand même de ne pas payer les taxes et puis les trucs. C'est des facteurs encourageants, mais bon, l'État doit plus aussi travailler surtout aussi à faire la promotion de cela, parce que beaucoup de gens n'ont pas l'information. Bon, ce n'est pas à nous peut-être de trouver toutes les voies et moyens, mais on peut aussi faire quand même certaines recommandations et surtout aussi d'encourager vraiment la diaspora à pouvoir bénéficier, à pouvoir prendre avantage de tout cela. Parce que la diaspora, c'est aussi une culture entrepreneuriale aussi qui peut contribuer à enrichir. Absolument, absolument. La diaspora, c'est surtout cette culture entrepreneuriale-là. Et surtout aussi, bon, d'amener tout ce que nous apprenons comme expérience, comme connaissance au niveau de l'expérience. Quand tu prends un pays comme les États-Unis, qui est un pays où c'est plus le secteur privé qui fait bouger l'économie. Bon, pour la diaspora qui apprend un peu, qui travaille un peu, quand on vient, on a déjà cette culture-là parce qu'on a été dans ce moule-là qui nous a un peu donné ces possibilités. Donc tout cela aussi peut venir participer à cela. Et bien sûr aussi d'autres diasporas aussi, hein, ce n'est pas seulement les États-Unis. Même en Côte d'Ivoire, nous avons nos frères qui sont là-bas qui ont mis certaines choses en place. Yeah. C'est de voir comment canaliser tout cela et revenir mettre ça en place ici au Burkina Faso. De plus en plus, et c'est l'un des aspects du programme présidentiel, la création de start-up. En la matière aussi, la diaspora a son mot à dire. Absolument. La création de start-up, c'est d'ailleurs une très bonne chose parce que, bon, quand on voit un peu l'évolution du monde avec l'innovation et puis les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça permet de créer de l'emploi, ça permet de créer des nouvelles, je dirais, des nouveaux types de business. Les nouveaux types de business. Et ça, c'est des choses que nous avons besoin au Burkina Faso. Parce que bon, il faut que nous puissions évoluer plus vers la structurée, vers les choses un peu structurées. Parce que bon, l'informel, ça ne marche pas vraiment trop parce que ça crée trop de problèmes pour tout le monde. Voilà. Alors, Diafaso, c'est cette association née donc à l'issue de ce premier forum national de la diaspora avec un objectif bien précis. Tout à fait. Diafaso, c'est un peu l'idée est venue d'ailleurs depuis le Forum national de la diaspora en juillet 2018, où nous avons notre présidente qui, dans le feu de l'action, quand on était dans les discussions avec le président et puis les membres du gouvernement et tout cela, et qui a proposé l'idée que nous sommes évalués à 10 millions de Burkinabés à l'extérieur. Donc, si chaque Burkinabé à l'extérieur contribuait 1 000 francs, nous aurons 10 milliards à la fin de l'année. Et vous imaginez 10 milliards qui est vraiment bien dirigé, bien structuré sur des secteurs précis comme l'eau ou comme l'agriculture. Nous pouvons participer quand même surtout à aider les couches les plus vulnérables au niveau du Burkina Faso. Là, c'est surtout l'investissement dans le social. L'investissement, tout à fait. Diafaso est purement social. C'est surtout l'investissement dans le social, faire déjà aider quand même nos frères et sœurs qui vivent un peu dans des contextes un peu de précarité, surtout en manque d'eau et bien sûr qui ont besoin de nouvelles techniques pour quand même puissent pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est dans cette idée que Diafaso est venu où est né. Et donc quand notre présidente a lancé déjà l'information, bien sûr après nous avons discuté, nous avons vu que c'était une idée qui était vraiment géniale et fantastique. Et donc on s'est tous mis ensemble et bon, on a commencé la machine. Et la machine suit toujours son chemin. Nous sommes toujours en train de mobiliser la diaspora. Vous savez que dans les questions de finances, ce n'est pas quelque chose de facile parce que quand vous parlez de 10 milliards que vous allez prendre à l'extérieur, bien sûr, on sait que tous les Burkinabés à l'extérieur ne vont pas contribuer. On sait aussi que certains Burkinabés vont contribuer plus que 1 000 francs. Mais seulement, c'est surtout aussi donner les garanties de comment ces fonds seront utilisés. Parce que bon, il faut montrer vraiment que c'est vraiment purement social, montrer que ces fonds seront vraiment utilisés
utiliser à bon escient pour que bon, les gens puissent vous faire confiance et surtout vous confier leur argent parce que bon, on ne nous donne pas, on nous confie cela pour qu'on puisse utiliser au niveau du Burkina Faso. Et tout est mis en place pour que la chose se passe dans la transparence. Récemment, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que vous êtes là, il y a eu ce conseil national de la diaspora. Tout à fait. Nous avons eu le 5 août passé le Conseil national extraordinaire de Diafaso. En fait, c'était déjà pour faire un bilan à mi-chemin après 8 mois de création de Diafaso, de voir déjà quelles sont les failles que nous avons dans notre système de Diafaso, quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées au niveau de la diaspora, comment mobiliser toute cette diaspora et comment trouver les voies et moyens pour attirer le maximum de Burkinabés à l'étranger qui puissent vraiment déjà défendre cette idée de Diafaso. Donc nous avons tenu ce conseil, nous avons pu quand même déceler déjà les petits problèmes et trouver surtout les perspectives qui vont être notre ligne de marche maintenant pour pouvoir mobiliser le milliard ou les milliards que nous cherchons à le faire. Et nous avons confiance que la diaspora pourra faire quelque chose. Est-ce qu'on a une estimation déjà de ce que vous avez pu mobiliser? Déjà, nous avons mobilisé autour de 6 millions. Qui a été mobilisé, disons, parce que bon, nous avons aussi, surtout aussi, la manière dont nous avons établi nos textes faisait aussi qu'il y avait un peu de difficultés de mobilisation des fonds sur le terrain. Parce qu'au début, nous n'avons pas voulu créer des représentants de Diafaso dans les pays. Tout ça aussi, surtout pour le contrôle financier. Mais on s'est rendu compte qu'au fait, dans les pays où, par exemple, nous n'avons pas des membres du bureau de Diafaso, ça devient c'est un peu compliqué. Voilà, l'intérêt n'est pas assez élevé, ça devient un peu compliqué. Donc, il fallait que nous puissions, je veux dire un mot... Avoir des points focaux. Des points focaux, voilà, un peu libéralisés, si on peut le dire. Où genre, nous pouvons avoir des représentants dans les pays qui pourront aussi faire la collecte et qui pourront mobiliser. Donc, ce Conseil national après 8 mois là, c'est parce que bon, nous avons un peu vu que les gens apprécient l'idée. Mais vous savez, entre une chose est d'apprécier une idée et la deuxième chose de comment trouver le canal dans lequel tu vas pouvoir contribuer ou bien tu vas pouvoir apporter ta pierre. Souvent, c'est un peu difficile. C'est vrai aussi qu'il y en a qui ont tout fait de vouloir tout de suite coller une étiquette politique. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que et ça aussi c'est l'une des choses d'ailleurs qui se passe au niveau du Burkina. Toutefois qu'il y a quelque chose qui se crée, c'est une étiquette politique, ils sont la coupette de telle structure, de telle structure, de telle structure. Bon, il faut aussi que nous travaillions à tout le temps ne pas déjà faire des analyses sans pour autant voir exactement ce qui se passe, sans pour autant même souvent chercher à comprendre. Et ça, c'est d'ailleurs ce qu'il y a. Il y a aussi cette chose aussi de dédiaboliser la politique. Parce que ce n'est pas parce que peut-être certains sont là-bas qu'ils font de la politique qu'il faut dire d'ailleurs la structure est politique. Non, la structure a déjà donné, elle est apolitique à 100%. Il n'y a pas de politique dans Diafaso. C'est juste purement social. Tous nos comptes, tout ce que nous faisons comme activité. Une action citoyenne. Une action citoyenne. Et cela, quand certains nous disent que nous sommes sous la coupette de politique ou quelque chose, nous les invitons d'ailleurs, parce que nous aimons ces genres de personnes-là, quand ils disent ça. Venez voir ce que Diafaso fait, venez voir comment Diafaso fonctionne, vous allez apprendre tout, et quitte à vous après, maintenant, de continuer votre jugement ou pas. Voilà. Puisqu'on parle de politique, parlons de la gouvernance économique et politique de notre pays aujourd'hui. Sur la gouvernance économique, pour vous, qu'est-ce qui manque, vu de l'extérieur, vous qui êtes de la diaspora, qu'est-ce qui manque à cette gouvernance économique? Bon, un peu, c'est vraiment difficile, n'étant pas un grand expert économique, de pouvoir dire exactement qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche. Mais ce que je sais aussi, c'est quoi? C'est qu'avec seulement le problème sécuritaire au niveau du Burkina, je sais qu'il y a un ensemble d'actions, même quand c'est fait sur le terrain, sur place, les résultats ne peuvent pas être immédiats. Parce que vous savez, dans l'économie aussi, c'est quoi? C'est souvent des prévisions. Le gouvernement peut faire un ensemble d'actions pour régulariser un ensemble de situations, pour permettre un développement économique. Mais on ne peut pas ressentir ça sur place. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il faut mesurer. Mais ce que aussi on remarque aussi sur le terrain, c'est que les gens se plaignent. Parce que, comme on le dit en jargon facile, l'argent ne circule pas, il n'y a pas d'argent. Donc, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est parce que nous sommes en train de faire face à notre économie réelle sur le terrain? Est-ce que c'est ça qui est le problème? Ou qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le gouvernement n'arrive pas à mettre tout en œuvre quand même pour réduire le chômage, pour faciliter la création d'entreprises? Donc tout cela, c'est des choses vraiment
qui sont souvent difficiles à répondre. Mais on sait en tout cas que bon, l'une chose, c'est qu'il y a un marasme économique qui est là. Ça, c'est quelque chose qui est quand même visible. Et là, justement, le citoyen lambda qui semble ne pas ressentir les fruits de la croissance tout à fait, dans tout à son fait. assiette. Et c'est là tout le problème ouais, c'est là tout pour la majorité des Burkinabés. Mais au-delà, c'est de pouvoir générer des ressources, faire de l'investissement. Et là aussi, depuis un certain temps, les institutions financières ne cessent d'interpeller le pays sur le fait qu'il y a de moins en moins d'investissements, il y a de plus en plus de charges de fonctionnement au niveau de l'État. Ça, c'est vrai. Je crois que bon, l'une des choses aussi au Burkina, surtout, c'est seulement ça. C'est que genre, quand on prend le budget du Burkina Faso, la grande partie est surtout amenée vers les salaires. Donc ça crée, c'est-à-dire le gouvernement n'a pas assez d'argent même pour investir, pour faire développer l'économie. Ça, c'est une chose qui est déjà connue par le truc. Et surtout aussi quand on parle des organismes internationaux. Vous savez aussi au niveau des PPP, que nos gouvernements, surtout, pas seulement le Burkina Faso, mais africains, que ce qu'ils structurent un peu pour essayer de présenter au niveau de la diaspora et au niveau des investisseurs, est porté un peu à problème actuellement. Vous savez, pour avoir des accords de PPP actuellement avec la Banque mondiale ou les FMI qui sont là, c'est un peu compliqué. Donc je sais que nos États aussi, je parle un peu de ça parce que surtout, même avec les journées économiques et culturelles, d'ailleurs, ça c'est des questions qui sont revenues et nous avons vu que souvent il y a des projets qui sont là, souvent le financement peut être là, mais pour mettre ces deux choses ensemble, il y a certaines barrières qui sont là et il faut pas aussi les négliger. Donc c'est de trouver les voies et moyens, les techniques d'approche ou bien en tout cas, quitte au gouvernement et puis aux experts de pouvoir trouver les voies et moyens pour qu'on puisse investir plus pour un décollage économique au niveau du Burkina. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème? On peut ne pas avoir les ressources, mais les ressources, il faut aller aussi les chercher sur le plan international. Est-ce qu'à ce niveau aussi, ce n'est pas l'une des faiblesses de notre système économique, financier, qui est qu'on n'a pas une diplomatie financière assez alerte, assez dynamique, qui permet d'aller mobiliser les ressources? Absolument. Si c'est ça, sur cette question, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas un expert du domaine, mais au vu aussi d'analyse et puis de discussions avec un ensemble d'experts, on constate qu'il y a souvent certains experts qui manquent au Burkina Faso de défendre certains dossiers à l'extérieur pour avoir un peu plus une aide. Nous avons même pendant les journées économiques et culturelles discuté avec un ensemble d'experts qui sont au niveau des organismes internationaux ou bien au niveau des agences internationales de développement qui disent actuellement que souvent le Burkina Faso est absent sur la table de discussion. Bon, quand ça c'est des choses que certains experts disent, je ne peux pas dire à 100% que c'est vrai ou c'est faux, mais bon, c'est des choses qui ressortent. Donc c'est de trouver les voies et moyens quand même pour que nous avons aussi une diplomatie financière. On sait qu'actuellement la diplomatie burkinabé travaille beaucoup, ça fonctionne beaucoup. On sait que surtout avec le retour de la Chine, on sent que les choses bougent. Donc bon, il faut aussi faire bouger les choses aussi dans tous les domaines. Avoir des projets suffisamment mûrs à présenter et à défendre surtout. Absolument. Pour convaincre les investisseurs. Absolument, tout à fait. Alors, sur la gouvernance politique, de nouveaux partis qui se créent, vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, avec notamment la création du parti du professeur Loada, le EMPS. Finalement, est-ce que les partis politiques jouent véritablement leur rôle? Vous qui êtes dans le système américain où on a deux grands partis, les démocrates, les républicains, vous voyez un peu le fonctionnement là-bas. Est-ce que vous avez l'impression qu'au Burkina, les partis véritablement jouent leur rôle? Bon, déjà, quand on analyse déjà de manière simple le nombre pléthorique des partis politiques au niveau du Burkina, on a tendance à se demander s'ils jouent vraiment leur rôle. Parce que s'ils jouent leur rôle, pourquoi aller créer un nouveau parti? Parce que si l'autre parti marche et que ça répond aux besoins de la population, ça répond à un ensemble de choses, pourquoi continuer de créer? Est-ce qu'on crée parce qu'on ne répond pas ou on crée parce qu'on veut être toujours à la tête de quelque chose? Donc bon, ça c'est l'une des choses. Je crois que bon, moi de mon point de vue, c'est surtout que l'État puisse travailler à structurer les partis politiques. Il faut assainir. Il faut assainir justement, structurer les partis politiques. D'ailleurs, même pour la création des partis politiques. Surtout qui bénéficient du financement public. Absolument. C'est de trouver les voies et moyens pour faire de telle sorte que même pour créer un parti politique, que ça ne soit pas chose aisée. Je me lève, je fais une note, je crée un mouvement et puis bon,
Et puis je ne dirais pas pour dire que les nouveaux partis qui viennent de créer n'ont pas à offrir, je dirais, un ensemble de choses au niveau de Burkina Faso. Non, mais ils ont bien sûr sûrement leur voix, ils ont sûrement aussi un ensemble de choses à faire, mais c'est de trouver les voies et moyens pour que ça soit structuré. Bon, on parle un peu de ça parce que beaucoup plus de l'expérience que nous voyons un peu à l'extérieur. Quand on prend les États-Unis, c'est 300 millions, 320 millions d'habitants pour pratiquement deux grands partis. Bien sûr, nous avons quelques indépendantistes qui sont là, qui font un peu leur boulot sur le terrain. Mais bon, il faut aussi qu'au Burkina, nous puissions évoluer vers des grands centres de partis politiques qui puissent aussi défendre l'intérêt des Burkinabés, surtout pour juste un pays jeune comme le Burkina Faso, avec pratiquement juste 20 millions de Burkinabés. Alors, justement, sur la question de la réconciliation nationale, aujourd'hui, le Burkina a mal à sa cohésion. Et de plus en plus, on en parle, mais on a l'impression que c'est une allergienne. La réconciliation nationale a du mal à se concrétiser. Pourtant, c'est une condition quand même sine qua non pour aller vers un développement et mobiliser l'ensemble des ressources. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que la question de la réconciliation nationale, c'est une question qui revient tout le temps de pouvoir voir. Mais je crois beaucoup plus que cette réconciliation nationale, c'est surtout au niveau des leaders. De mon point de vue, c'est surtout au niveau des leaders, que ce soit les leaders des partis politiques, les leaders d'opinion. C'est eux qui sont je dirais le porte-parole de toute la population burkinabé. Donc à eux toujours de trouver les voies et moyens d'aller vers cette réconciliation. Bien sûr, je suis sûr que si le parti d'opposition et puis du pouvoir discutent ensemble, que les leaders de la société civile et tous qui discutent ensemble pour l'intérêt commun du Burkina Faso, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas avoir une réconciliation saine et durable de toute je dirais, la population. Donc ça, de mon point de vue, c'est surtout un travail au niveau des leaders politiques, des leaders d'opinion. Et cette division, ça se ressent aussi au niveau de la diaspora? Bien sûr, ça se ressent au niveau de la diaspora, surtout quand on sent un peu les échéances électorales aussi venir souvent. Souvent déjà, au fait, quand on voit certains partis politiques où on peut le dire en largon de flèche, ils se jettent des flèches. Donc ça aussi, c'est des choses aussi qui se répercutent au niveau de la diaspora. C'est vrai que ce n'est pas au même degré qu'au niveau du Burkina Faso, mais bon, ça dit tout ce qui se passe au niveau du Burkina, bien sûr, ça affecte la diaspora. Donc c'est des choses qui sont entreliées, si je peux le dire. Alors, et cette diaspora qui devrait pouvoir normalement voter en 2020, est-ce que vous avez l'impression que les dispositions se prennent actuellement sur le terrain pour permettre à cette diaspora effectivement de voter? Jusqu'à présent, je m'en tiens toujours à ce que le gouvernement ou l'État nous a dit, c'est qu'ils ont adopté le nouveau code électoral qui permet à la diaspora de voter. Maintenant, et bien sûr, ils ont donné un ensemble de conditions, à savoir le vote, à savoir les outils de vote et bien sûr la situation géographique de où le vote peut se passer. Donc, c'est des choses, d'ailleurs, quand on voit un peu leurs inquiétudes, tout à fait, c'est compréhensible aussi jusqu'à un certain degré. Mais seulement au niveau de la diaspora, comme on le dit aujourd'hui, on est estimé à 10 millions. Personne n'a les chiffres réels. Même au niveau des États-Unis, il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire exactement on est combien de Burkinabés aux États-Unis, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Ghana, ou dans tous les pays où nous avons beaucoup de Burkinabés. Donc, je crois que nous sommes à une année, presque à un peu plus d'une année des élections. C'est que ce que la diaspora attend actuellement, c'est de trouver les voies et moyens que nous puissions commencer déjà, si on peut le dire, un peu que la CENI vienne faire son travail au niveau de la diaspora. Parce que pour pouvoir avoir au moins un nombre précis, et puis là on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire de tout cela. Donc ça c'est les choses. Mais bien sûr aussi, c'est aussi appelé aussi à la diaspora, parce que la diaspora met la pression sur l'État et le gouvernement de on veut voter, et on a le nouveau code qui est là. Donc on a voté en 2020. Donc il appartient aussi à la diaspora de pouvoir s'organiser, de se structurer pour que nous puissions... De se sensibiliser justement, pour que nous puissions jouir de ce droit-là que nous avons d'ailleurs demandé depuis longtemps. Donc à nous maintenant de prouver que écoutez, vous avez fait du bruit, vous voulez voter, donc les votes sont là. Est-ce que vous avez conscience que votre nombre est votre force, pour emprunter un peu le slogan à cette organisation de la société civile, vous dit que la diaspora peut déterminer le futur président du Faso? Bon, tout à fait. La diaspora quand même peut vraiment impacter. Quand on prend juste ces nombres que nous spéculons de 10 millions, et
C'est-à-dire même si nous avons, même si c'est 10% de ces 10 millions qui votent, c'est 1 million, ça fait, ça peut basculer les élections. Donc bon, la diaspora, je crois que commence à se sensibiliser, commence à prendre conscience de ça, que ce nombre-là quand même est un nombre qui peut faire changer les choses au niveau du Burkina. Et favorablement en sa faveur, si vous arrivez à impacter par votre nombre le choix du dirigeant, forcément vous pouvez aussi impacter les textes et faire en sorte que vous soyez suffisamment pris en compte. Absolument, absolument. Bon, c'est un enjeu. Tout à fait, c'est un enjeu. Est-ce que c'est juste le vote? Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire en sorte qu'il y ait des candidatures au niveau de la diaspora, ou pourquoi pas que à l'Assemblée nationale prochaine, il y ait plus de représentants de la diaspora? Oui, tout à fait. Bon, je crois que actuellement ils sont en train de discuter pour voir qu'il y ait des représentants de la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que si les textes préparatoires, si je peux me permettre de spéculer un peu là-dessus, montrent qu'il y aura peut-être autour de 10 représentants au niveau de l'Assemblée nationale pour la diaspora. Bien sûr, je suis sûr que rien n'est pas encore ratifié à 100%. Bien sûr, même tout ça, il faut passer d'abord au référendum d'abord, parce que bon, c'est le référendum qui va permettre que nous passions à cette 5e république là, qui va permettre à la diaspora de pouvoir avoir ses représentants au niveau de l'hémicycle, et bon, qui va aussi permettre à la diaspora de faire entendre sa voix. Bon, je ne sais pas vraiment trop si je dirais quoi, la 5e République, c'est la solution ou pas. Mais bon, à la diaspora de trouver les voies et moyens pour nous, quand même, qu'on puisse se faire entendre au-delà des élections présidentielles. D'accord. Nous sommes en fin d'émission. Vous allez nous dire ce que vous pensez de la diplomatie burkinabé. Bon, sincèrement, je pense que la diplomatie burkinabé vraiment fait ses preuves. Force est de reconnaître depuis que déjà avec déjà la venue de la Chine populaire, bon, il faut forcément donner que bon, quand on prend un peu une économie comme la Chine populaire et la Chine Taïwan, on sait déjà actuellement qui pèse plus actuellement sans pour autant être un expert du domaine. Donc bon, je crois que bon, ça c'est une chose qui est déjà bien, qui marche, mais seulement aussi qu'il faut savoir aussi mettre des freins aussi à comment aussi notre diplomatie travaille aussi avec, je dirais, un pays. Quand on prend un peu, vous savez, les Chinois, quand ils arrivent aussi, comme on le dit un peu, ils envahissent un peu le truc. Donc je crois que bon, pour ma part, je dirais que les secteurs un peu de distribution ou de secteurs un peu, ils sont un peu dans l'informel quand même au niveau de nos pays, surtout qui font un peu la diplomatie doit être surtout réservée au niveau des locaux, quand même pour permettre aussi à un ensemble quand même de la population de pouvoir tirer son pain du jeu, mais surtout aussi de trouver les voies et moyens pour que nous puissions aller vers des économies structurées, à savoir l'industrialisation. Et bien sûr, parce que cette diplomatie, ça amène quoi? Ça amène la compétence, ça amène des experts sur le terrain. Donc bon, mais il y a aussi toujours du boulot à faire, toujours. Quand on parle un peu l'expert de la diplomatie financière, de tout cela, il y a encore du travail à faire. Bon, ça c'est un constat des gens qui ne sont pas dans le domaine, mais bon, qui voient un peu sur le terrain ce qui se passe. Mais bon, quand même, on les félicite pour le travail qu'ils font, parce que bon, nous arrivons aujourd'hui, parce que tout ça, ça fait partie de la diplomatie burkinabé. L'année passée, nous avons eu le Forum national de la diaspora. C'est aussi des questions qui sont réservées je dirais, au secteur du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration. Donc bon, on se dit quand même qu'on regarde, on les exhorte à travailler plus et c'est le Burkina Faso qui gagne. D'accord. Roch-Marc Christian Kaboré, qu'est-ce que vous pensez de lui? Bon, Roch-Marc Christian Kaboré, je dirais qu'il a porté l'aspiration du peuple à un certain moment donné, en 2015, qui est notre président, qui fait son travail sur le terrain. Bon, certains Burkinabés se plaignent du contexte économique. Certains aussi disent que bon, son travail, il y a un travail qui se fait, mais bon, on n'arrive pas à quantifier. Donc bon, tout ce qu'on peut le dire actuellement, sans bord politique, c'est l'encourager dans son travail, c'est de faire beaucoup travailler plus et surtout aussi prendre en compte toutes les questions et toutes les aspirations de tout le monde. D'accord. Et pour terminer, Donald Trump? Ah, Donald Trump. Ça, c'est vraiment, je dirais, c'est un homme vraiment qui, d'ailleurs, au niveau de nous, les immigrants, il n'est pas vraiment trop apprécié à cause du durcissement des politiques un peu liées au niveau des immigrants.
Donc bon, ça c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué avec lui. Parce que bon, notre espoir, c'est que toute cette politique au niveau de l'immigration qu'il est en train de mener, surtout contre ces immigrants, c'est vraiment de baisser la garde, si on peut le dire, parce que bon, ça fait partie, vous voyez, souvent, quand on prend aux États-Unis, des gens qu'on vient déporter, et puis ils sont là, leurs enfants sont là, personne n'est à la charge, les enfants sont obligés d'aller dans les services sociaux. Ça, c'est un problème social qui est là, qu'on ne peut pas apprécier. D'accord. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup, et le plaisir était pour moi, et merci à BF1. Et voilà. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de vérité dans le fauteuil blanc. Je recevais pour vous Madani Rachid Joseph Barry. Il est le délégué CSBE, zone sud des États-Unis, dans le Texas. Il était avec nous donc dans le fauteuil blanc. Merci encore une fois d'être passé. Excellente soirée chez vous. Bonsoir également à tous ceux qui nous suivent dans tous les États des États-Unis. Bonsoir.